Bonjour à tous. Je m'appelle Colin Busby et puis je suis directeur de recherche du programme du défi du vieillissement à l'Institut de recherche en politique publique. Et je tiens à remercier tout le monde de l'Institut sur la retraite et l'épargne avec HEC Montréal pour l'invitation à être ici aujourd'hui. Cette séance examinera quelques façons dont le gouvernement du Québec soutient les personnes qui ont besoin de services de soins à domicile, soit avec un crédit d'impôt ou soit avec l'aide financière à la consommation des services de l'aide à domicile. Cette session a deux excellents orateurs et chercheurs dans ce domaine. Le premier est Luc Godbout. Luc, êtes-vous là? Vous pouvez mettre comme votre caméra maintenant si vous voulez. Bonjour Luc. Il est directeur du département de fiscalité à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. Ensuite, c'est Marie-Pierre Isabelle. Bonjour Marie-Pierre. Elle est professeure adjointe avec le département d'économie à l'Université de Laval et titulaire de la chaire de recherche Saint-Hilaire dans économie et santé cérébrale. Lorsque nous aurons terminé, nous aurons quelques minutes pour répondre aux questions. Je demande donc à toutes les personnes présentes de bien vouloir garder vos questions brèves et précises, ce qui augmentera également les chances que je sélectionne la question proposée aux orateurs. Donc, Luc, je passe la parole à vous de commencer. Vous avez 15 minutes. Parfait, merci. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui ai le privilège donc, de vous présenter ou de cerner avec vous les contours du crédit d'impôt pour maintien à domicile. Alors, je vais faire ça assez rapidement. Je vous montre le plan de la présentation. Donc, on va une mise en contexte pour cerner ce qu'on nous appellera pour la suite des choses le CMD, là, pour plus d'intimité, donc crédit d'impôt maintien à domicile. On va voir ses paramètres, son évolution, son portrait, à qui il bénéficie, et on terminera avec quelques pistes de réflexion pour sa poursuite. Donc, comme vous voyez, c'est assez bref. Je débute en vous montrant que le crédit pour l'impôt maintien à domicile, CMD, c'est la plus importante dépense fiscale pour les aînés. En 2021, on parle de 662 millions. On verra par la suite que ça va se poursuivre comme évolution. C'est près du double de la deuxième mesure plus importante, là, qui est le crédit d'impôt en raison d'âge. Là, certains pourraient me dire, mais Luc, tu n'as pas mis les crédits d'impôt pour frais médicaux, tu n'as pas mis les crédits d'impôt pour aidants naturels. C'est vrai, mais les crédits d'impôt pour frais médicaux, ça s'applique à l'ensemble de la population. Les crédits pour aidants naturels, bien que ça soit plus ciblé vers les aînés, ça s'applique aussi à l'ensemble de la population. Et donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas mis. Mais c'est vrai que c'est des crédits d'impôt qui sont aussi significatifs. Donc, comme contexte, le crédit d'impôt pour maintien à domicile a été mis en place en 2000. Il a donc on fête son 21e anniversaire en fait. Il a été mis en place dans la foulée où 1999 était l'année internationale des personnes âgées selon les Nations unies et que le Québec, à ce moment-là, on voyait déjà poindre une forte croissance de la population de 65 ans et plus, de la population âgée. Puis c'est encore le cas. Donc, c'est ce qui a mis un peu le contour là, pour la mise en place du crédit maintien à domicile. Son objectif principal au moment de sa création, c'était de soutenir les aînés qui souhaitent demeurer le plus longtemps possible dans leur communauté et même s'ils commencent à avoir des pertes d'autonomie. Ça, c'est l'objectif principal. Les autres objectifs qui ont été évoqués au moment de sa mise en place en 2000, c'était réduire le travail au noir, assurer une protection sociale de ceux qui travaillent auprès des personnes âgées, donc qui travaillaient au noir, et donner un peu de répit aux aidants naturels. J'aimerais attirer votre attention sur deux particularités initiales qui ne sont plus là maintenant. Dans sa première mouture, dans l'annonce budgétaire, on parlait des aînés qui étaient admissibles comme ceux qui étaient désignés comme ayant une perte d'autonomie. Donc, il fallait montrer qu'on avait une perte d'autonomie.
Ce critère-là a été enlevé avant la mise en œuvre du crédit. Donc, ça a été annoncé dans le budget de mars 1999, mais au 1er janvier 2000, ce critère-là, il était déjà plus là en disant on veut l'offrir à toutes les personnes de 70 ans et plus. Autre élément, il y avait à l'époque un chèque emploi-santé, donc un chèque, emploi-service. Et on passait via Desjardins. Et donc, si on payait un service admissible au crédit pour CMD, on faisait un chèque de 100 $ via le chèque Desjardins, mais il y avait 77 $ qui étaient prélevés dans notre compte et 23 qui étaient payés directement par le crédit maintien à domicile. Ça allait exister jusqu'en 2008. Après ça, c'est passé via Revenu Québec. Bon, les critères actuels d'admissibilité en 2021, c'est toujours un des seuls critères qui n'a pas bougé. C'est toujours 70 ans et plus et être résident du Québec. Ça, c'est le premier critère. Depuis 2008, on fait une distinction. Est-ce que l'aîné est autonome ou non autonome? Ça, cette notion-là va influencer notamment sur le plafond des dépenses admissibles. Alors, si vous êtes autonome, seul, vous avez droit à des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 19 500. Si vous êtes non autonome, c'est jusqu'à 25 500. Si vous êtes en couple, puis que les deux sont autonomes, on multiplie le 19 500 par 2, on arrive à 39 000. Si les deux dans un couple sont non autonomes, on multiplie le 25 500 en 2, on arrive à 51 000. Puis s'il y en a juste un des deux qui est autonome dans le couple, bien, on prend 19 500 plus 25 500 qui nous donne 45 000. C'est le plafond des dépenses admissibles. Le taux actuel du crédit, c'est 35 %. Je rappelle que c'est un crédit qui est remboursable, ce qui veut dire que même si vous n'avez pas d'impôt à payer, vous recevez le crédit par des remboursements par la poste. Ça, c'est le taux de 35 %, c'est en 2021. Il va être bonifié. On y revient dans les diapos suivantes. Je note également au passage que depuis 2008, si vous êtes un aîné autonome, il y a un seuil de réduction. Donc, si pour l'année 21, votre revenu excède 60 135, vous commencez à perdre le maximum de votre crédit progressivement à raison de 3 % par dollar de revenu familial excédentaire. Ces seuils-là vont être bougés aussi, les seuils de réduction pour les années suivantes. J'y reviens également. Et enfin, pour les modalités de versement, depuis que c'est géré par Revenu Québec, c'est au moment de produire sa déclaration ou par la demande de versement anticipé. Quelles sont, la question centrale, c'est quoi les dépenses admissibles? Est-ce que c'est restrictif? On va voir. Il y a d'abord les services d'entretien. Ça veut dire tout ce qui est faire le ménage de la maison, c'est admissible, mais ça va plus loin que ça. L'entretien de votre terrain, donc le déblaiement de la neige l'hiver, l'installation d'un abri tempo, l'entretien du gazon, de la piscine, de la plate-bande, de la haie, c'est tout des services d'entretien qui sont admissibles. Après ça, on s'en va aux services d'aide. Évidemment, toute l'aide qui serait associée pour s'habiller, pour prendre un bain, pour s'alimenter, pour prendre ses médicaments, pour la préparation des repas, les popotes roulantes, vous aider à faire livrer vos médicaments, votre nourriture, c'est toutes des dépenses de services d'aide admissibles. Services de soutien civique, on parle plus à vous aider à votre gestion de budget, par exemple. Services de surveillance, ça serait dans le cas du gardiennage, si on a besoin de quelqu'un qui gardienne l'aîné. Surveillance de nuit, la télésurveillance, c'est des dépenses de surveillance admissibles. Évidemment aussi, bien, les services infirmiers rentrent là-dedans. Donc, vous voyez que c'est assez vaste comme type de dépenses admissibles. On poursuit en disant, est-ce que les dépenses admissibles peuvent varier selon le lieu de résidence? La première réponse, ce serait non. Ça serait de dire toutes les dépenses admissibles restent admissibles, comme on l'a évoqué. Par contre, selon le lieu de résidence, il y a des distinctions à est-ce qu'il y a une portion du loyer qui peut être admissible au crédit? Donc, la portion d'un loyer dans un établissement de santé ou bien dans votre propre maison, il n'y en a pas de composante loyer et donc, il n'y a pas cet élément-là qui peut rentrer dans l'admissibilité au crédit. Si vous êtes en copropriété, il y aurait certaines charges de copropriété qui pourraient être admissibles comme un loyer et rentrer dans le crédit. Si vous êtes dans un immeuble à logement, donc locataire, il y a une portion, 5 % du loyer pour 2021 jusqu'à un maximum de 600 $ par mois qui peut être admissible au crédit.
Et si vous êtes en RPA, bien là, il y a une longue table de fixation qui est assez large, qui dit, bien, s'il y a tel service dans les RPA, bien, vous allez être admissible en proportion de votre loyer. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Les bonifications du dernier budget du Québec, ce qu'il faut noter, c'est le taux du crédit qui est actuellement de 35 va passer en plus 1 par année 2022 suivant jusqu'à 40 en 2026. Donc, ça, c'est la hausse du taux. On rajoute, un deuxième seuil de réduction pour les aînés autonomes. On disait que c'était 3 passé 60 000. Là, passé 100 000, on monte le taux à 7 On parle des aînés autonomes. Pour les aînés non autonomes, on ajoute un seuil de 3 mais il s'applique seulement sur la bonification de l'année 2022 au crédit. Donc, l'aîné non autonome ne peut pas recevoir moins que s'il n'y avait pas eu de changement dans le budget de mars 2021. Et enfin, on vient jouer dans la composante loyer là, dont je vous parlais tantôt. Avant, c'était 5 maximum 600. Bien là, dans les changements du budget, on dit c'est minimum 600, c'est 5 de votre loyer jusqu'à un plafond de 1200. Donc, on vient ajouter ça un peu et on parle de versement automatique possible pour le loyer minimal, donc le 600 qui devient le minimum. Pour un aîné qui aura un relevé 31, là, on saura que c'est un aîné qui est locataire, il va avoir droit à ce minimum-là de manière automatique. Donc, vous voyez ici, c'est juste pour un rappel, pour vous montrer, on est passé d'un taux de crédit en 2000-2006 de 23 il a été bonifié, il est actuellement de 35 il sera bonifié puis il va finir à 40 à partir de 2026. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est la réductibilité. Donc, la réductibilité actuelle, c'est la ligne bleue. Donc, la réductibilité actuelle qui vous montre qu'on peut avoir droit au crédit jusqu'à peu près 280 000 si on a les dépenses maximales, ce qui n'est pas toujours le cas. Là. Et on voit qu'avec l'augmentation du taux, mais une réduction plus forte, on voit qu'on pourrait perdre complètement le crédit un peu plus tôt, plus proche de 190 000 que de 280 000. Donc, le nouveau critère de réduction pour une personne seule a été durci un peu. Cela dit, il faut garder en tête, les autres seuils de sortie qui existent dans différentes mesures. Si on regarde les seuils de sortie pour le crédit prolongation de carrière, passé 70 000, on n'y a plus droit. Si on regarde la subvention pour des aînés, pour des augmentations de taxes foncières, passé 53 000 de revenus familial, on n'y a plus droit. Pour les crédits personnes vivant seules, raison d'âge, revenus de retraite, quand on cumule les trois, passé 78 000, on n'y a plus droit. Donc, on voit que même si ça a été resserré, on y a droit encore assez tardivement à ce crédit-là. Puis le dernier exemple que je vous donnerais, c'est la pension de sécurité de la vieillesse à Ottawa. Passé 80 000, on commence à perdre la pension de sécurité de la vieillesse. Rendu à 130 000, on n'a plus de pension de sécurité de la vieillesse d'Ottawa. Donc, on voit qu'ici, on a encore droit au crédit maintien à domicile, même si les paramètres de réduction ont été accrus. Évidemment, je vous montre ici rapidement une évolution forte du nombre de bénéficiaires. La première année du crédit en 2000, on parlait de 8 000 bénéficiaires. En 2010, 10 ans plus tard, on parlait de 215 000 bénéficiaires. Puis en 2018, dernière année où on a les stats, on est rendu à 371 000 bénéficiaires. Donc, c'est une forte progression. Évidemment, ça se reflète du côté du coût qui est passé de 2 millions la première année à 662 millions, comme je vous montrais en 2021, pourrait être la plus grande dépense fiscale. Et avec les bonifications dont je viens de parler, on va s'en aller tranquillement sur le milliard en termes de coûts pour le crédit maintien à domicile. Peut-être prendre quelques secondes pour dire à qui bénéficie ce crédit-là de maintien à domicile. Je vous montre quelques stats. Là. Les aînés de 75 ans et plus sont 77 des bénéficiaires, mais ils utilisent 93 du coût du crédit. Ce qui veut donc dire que les 70 à 74 ans sont 23 des bénéficiaires, mais seulement 7 du coût du crédit. Donc, on voit que c'est plus centré sur l'âge plus avancé dans ceux qui sont admissibles. Du côté des femmes, c'est assez manifeste. Là. 63 des bénéficiaires, 68 du coût. C'est assez logique si on regarde une espérance de vie plus grande qui est constatée chez les femmes.
Les personnes sans conjoint qui peuvent être aussi des femmes, là, donc 75 des bénéficiaires, 80 du coût. Mais ce qui est encore plus marqué, c'est du côté des personnes qui vivent en RPA. Un tiers des bénéficiaires, mais 83 du coût du crédit CMD pour l'année, la dernière année là, où on avait les statistiques. Enfin, quand on regarde juste sur la base du revenu familial, on s'aperçoit que la majorité des ménages, seuls ou en couple, ont un revenu inférieur à 50 000 là, dans 86-87 des cas. Évidemment, on aimerait ça aller plus loin du côté de vous donner plus de critères ou d'indicateurs à qui ça bénéficie. Pour ça, ça prend un meilleur accès aux données de recherche en fiscalité. Dans le budget 2019, il y avait une indication pour que les données de ce genre de données-là soient basculées à l'ISQ. Je comprends que ce n'est pas encore fait, puis que pour que ça soit fait, ça prend un changement dans les lois des données fiscales de Revenu Québec, là, mais on attend après ça pour être capable, on serait capable de vous donner encore un meilleur portrait de la situation. En terminant, je vous dirais donc quelques réflexions. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut hausser l'âge d'admissibilité. Vous avez vu que ceux en bas de 75 ans, en nombre, ils sont nombreux, mais en coût, ils sont moins. Donc, ça veut dire que le besoin ou en termes de coût est moins là. La Commission d'examen sur la fiscalité québécoise, en 2015, proposait de ramener ça progressivement à 75 ans. Quand on dit progressivement, c'est pour pas qu'il y ait de perdants. Quelqu'un qui a 70 ans aujourd'hui, il y aurait droit tout le temps parce que l'année prochaine, on passerait à 71 ans, puis lui, il serait encore admissible, puis l'année d'après à 72. Donc, on suivrait le plus jeune des bénéficiaires pour amener ça progressivement à 75 ans. Ça serait ça l'idée, plus ciblé vers le groupe d'âge qui a le plus de besoins. Du côté des resserrer davantage les critères de revenus, encore une fois, c'est encore la commission d'examen sur la fiscalité québécoise en 2015 allait de l'avant en disant qu'il faut ramener ça plus proche du seuil de sortie de la pension de sécurité de la vieillesse. Quand même un peu paradoxal qu'un gouvernement dise vous êtes trop riche pour avoir un chèque de pension, puis l'autre dise on va vous donner un crédit pour vous compenser certaines dépenses. Nécessairement, vous êtes à revenu élevé là, si vous êtes passé pour les personnes âgées au-dessus de 130 000. Il y en a très peu. S'assurer que les dépenses admissibles servent le plus possible l'objectif. Encore une fois, la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise proposait une révision de la liste. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais juste s'assurer que chaque dépense admissible soit en lien avec un objectif assez précis. Puis je terminerai avec le dernier, là, parce qu'il faut favoriser l'accès de ce crédit-là. Il faut essayer d'être le plus simple possible. Quand il y a deux crédits qui se ressemblent, en ce moment, là, il y a un crédit qui peut ressembler au crédit maintien à domicile, fusionnons ça pour simplifier la vie des gens. Je pense qu'on est dû pour une campagne de publicité là, avec le crédit qui est bonifié pour les prochaines années. Ça va que tous ceux qui sont admissibles à ce crédit-là le connaissent. Je ne suis pas encore convaincu que dans toutes les régions du Québec, les gens connaissent bien le crédit et la portée que dès qu'on a 70 ans et plus, si on a des dépenses dans le champ assez vaste que je viens de vous nommer tantôt, que vous avez droit au crédit. Puis il faut essayer de rendre ça, une meilleure automatisation. Donc, de facto, il y a déjà un pas là, qui est fait pour l'année prochaine avec la part pour ceux qui sont locataires pour le minimum. Mais essayons de faire un pas de plus là, pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place de manière le plus automatique possible ou en tout cas de donner des guides là, à travers la production de la déclaration de revenus aux contribuables pour qu'ils en échappent le moins possible. Alors, j'ai fait ça vite, mais j'espère que je vous ai donné un peu le contour de ce crédit-là d'impôt qui a déjà 20 ans. Merci, Luc. Puis, Marie-Pierre, la parole est à vous. Donc, merci beaucoup de me recevoir ce matin. Ça me fait très, très plaisir là, de venir pour vous parler d'un sujet qui est complémentaire, je pense, à celui que Luc Godbout vient nous présenter. Ce dont je vais vous parler, c'est un mix d'une présentation d'un autre programme qui s'appelle le programme d'exonération financière pour les services d'aide à domicile qu'on va jusqu'à la fin de la présentation appeler PEFSAD pour la simple et bonne raison que je veux conserver mon souffle jusqu'à la fin. Donc, je vais vous présenter le programme, puis ensuite, je vais vous présenter certains résultats de recherche qui émanent de travaux que j'ai menés avec mes collègues de l'Université Laval, Siraman Koulibaly, qui est un de nos anciens étudiants avec Bernard Fortin, qui est l'autre co-auteur sur l'étude, et moi-même. Et donc, ce dont on va vous parler, c'est comment se comporte la demande pour les services d'aide à domicile.
Donc, juste un petit disclaimer pour commencer. Ce dont on va se parler pour les 12 prochaines minutes top chrono, c'est de l'impact des prix sur la demande pour le soutien financier à l'aide à domicile. Et là, je fais la distinction ici, je ne vous parlerai pas de soins à domicile. Je ne parlerai pas là, de soins infirmiers, même d'aide à l'hygiène des gens en perte d'autonomie, etc. On va vraiment se concentrer au début du continuum de services pour les gens qui sont en perte d'autonomie vers les services d'aide à domicile, c'est-à-dire là, de l'aide à la vie domestique. Pensez à déblayer votre entrée l'hiver lorsqu'il y a de la neige dedans, nettoyer votre maison, vous aider à la préparation des repas, aider au lavage des vêtements, etc. Okay? Donc, évidemment, ce sont des services qui sont souvent, même dans la majorité des cas, nécessaires au maintien à domicile, mais pour certaines catégories de personnes, ce ne sera pas suffisant, évidemment. Puis là, je reprends un peu la catégorisation des profils ISO-SMAF dont Nicolas James parlait un peu plus tôt ce matin. Pour les gens qui ont des profils ISO-SMAF qui sont au bas de l'échelle, là, de 1 à 3, 4, parfois 5, ces services-là qui sont offerts dans le cadre des services d'aide à domicile peuvent être suffisants pour qu'une personne reste à la maison. Par contre, lorsqu'on monte à des profils ISO-SMAF plus élevés, ce sont des services qui sont utiles, souvent nécessaires, mais définitivement pas suffisants pour assurer un maintien à domicile. Ceci étant dit, c'est pas du tout là que je voulais aller. Voilà. Pardon. Ceci étant dit, évidemment, depuis ce qu'on voit ce matin, on sait qu'il va y avoir 2 potentiels gros changements aux besoins pour ce type de service-là. Le premier changement, évidemment, puis Nicolas James en parlait beaucoup ce matin, c'est dû au vieillissement de la population. C'est qu'il y a des contraintes ou des besoins qui vont augmenter en termes de places en CHSLD, de places en résidence pour personnes âgées, etc. Évidemment, il y a des contraintes du côté de l'offre qui font en sorte que probablement qu'on ne sera pas capable de voir toute la population qui pourrait entrer en CHSLD ou en RPA y trouver une place. Ce qui est inquiétant dans un sens, du point de vue là, de la capacité des résidences pour personnes âgées, des CHSLD d'accueillir toutes ces personnes-là, c'est qu'on sait que les Québécois sont déjà plus nombreux et quittent le domicile plus rapidement pour migrer vers des milieux institutionnels comme ceux-là. On parle de 2 à 3 fois plus de Québécois de 75 ans qui sont en résidence pour personnes âgées que dans le reste du Canada. La comparaison n'est pas parfaite, les chiffres sont difficiles à comparer, mais grosso modo, là, c'est ça à quoi la situation a l'air. Et au cours des dernières années, l'offre de places en RPA, en CHSLD a augmenté moins rapidement que la demande. Donc, premier facteur à tenir en compte quand on pense à l'évolution de la demande ou des besoins de services à domicile. Deuxième, voyons, pourquoi je reviens toujours à cette page-là? Je m'excuse. Je devrais arrêter d'utiliser la touche et utiliser plutôt la petite flèche. Mais la deuxième force à laquelle il faut réfléchir, puis Marie-Louise Leroux en parlait beaucoup aussi ce matin, c'est toute la question du changement des préférences des gens pour un vieillissement à la maison plutôt qu'un vieillissement dans une institution, dans une résidence pour personnes âgées. Je donne juste quelques petites stats là, qui ont été recueillies par l'Association médicale canadienne et le National Institute on Aging, mais avec le portrait plus sombre qui a été dressé là, des résidences pour personnes âgées et des CHSLD depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il y a 86% des Canadiens jeunes et âgés par ailleurs, là, mais la proportion augmente lorsqu'on regarde les gens plus âgés qui se désinquiètent des défis qui sont vécus dans le réseau des soins de longue durée et notamment dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, et 26% des Canadiens qui considèrent que même pré-COVID, ils n'étaient pas du tout inquiets de la qualité et de la sécurité des soins offerts en CHSLD. Donc ici, on voit qu'il y a des préférences qui sont en train de se cristalliser pour un vieillissement à la maison le plus longtemps possible. Préférences qui existaient déjà d'ailleurs par ailleurs, là, mais on voit que le nombre de Canadiens, de Québécois qui disent vouloir vieillir à la maison semble augmenter. Donc, vieillissant de la population, changement de préférence, on peut s'attendre à ce que les besoins en aide, en soutien à domicile augmentent. C'est pour ça qu'on est tous réunis ce matin pour en discuter. Mais ce qui est important de noter lorsqu'on pense aux services d'aide à domicile qui sont au début du continuum de soins, et encore une fois, Nicolas James y a fait allusion ce matin, c'est le fait que pour tout ce qui est aide à la vie domestique et même aide aux activités quotidiennes, pensez à vous habiller, etc., le secteur non gouvernemental joue un rôle qui est très, très important. C'est d'autant plus le cas pour l'aide à la vie domestique dont je vais vous parler plus en détail ce matin, mais le rôle que les secteurs formels et informels jouent est crucial, répond là, dans beaucoup de cas à 90% des besoins en fonction des régions pour les gens qui sont au début du continuum de perte d'autonomie.
Quand je pense aux soins formels, je vais penser là, aux entreprises, aux coopératives qui offrent des services que les bénéficiaires vont aller acheter sur le marché. Soins informels, pensez aidants naturels, des gens qui aident leurs proches sans nécessairement que ça passe par une relation rémunérée. Mais ce sont là, les deux grands prestataires de ce type d'aide-là. Et donc, en pensant aux façons de répondre aux besoins grandissants pour ce type de soins-là, pour les services d'aide à domicile, il y a donc deux idées de politique publique ou deux grands bassins de politique publique qui peuvent nous venir en tête. Le premier, c'est d'aider ou de soutenir les prestataires d'aide et de soins informels, donc les aidants naturels, les gens qui vont s'occuper d'un proche à la maison sans que ça passe par une relation rémunérée. Dans ce cas-là, on peut penser à des crédits d'impôt pour aidants naturels. Il y en existe ici, des mesures d'aide financière pour les aider, des mesures pour flexibiliser leur participation au marché du travail, sachant que dans la plupart des cas, ils vont avoir à conjuguer, ou dans beaucoup de cas, là, peut-être pas la plupart, mais dans beaucoup de cas, ils vont avoir à conjuguer une activité sur le marché du travail et l'aide qu'ils vont offrir à leurs proches. Mais en filigrane, il faut se rappeler qu'on est dans un contexte de changement démographique où la population active devient de plus en plus petite pour la population retraitée. Et donc, compte tenu que plusieurs études, qui ne sont pas les miennes, mais qui sont des études très rigoureuses, suggèrent que de devenir un aidant naturel, ça a un impact négatif sur la participation au marché du travail. Ça peut venir nous causer des défis supplémentaires là, de vraiment tout miser dans le panier des aidants naturels, sachant qu'on va avoir des besoins sur le marché du travail qui peuvent être plus difficiles à remplir si des gens se mettent à couper leurs heures de travail pour prendre soin d'un proche. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut juste être prudent parce que ça crée d'autres défis ailleurs. Par exemple, au Canada, il y a 45% des aidants qui disent réduire leurs heures de travail rémunérées pour être capables d'occuper le rôle d'aidant auprès d'un proche. Donc, il y a ce bassin de solutions-là qui peut être utile, mais qui sera probablement pas suffisant. Et on verse dans l'autre bassin qui est le soutien qu'on offre aux bénéficiaires de soins et d'aide formelle, c'est-à-dire ceux qui vont aller sur le marché pour acheter des services d'aide à domicile. Luc nous a beaucoup parlé du crédit d'impôt, le fait de façon assez magistrale. Moi, je vais vous parler de la deuxième façon, c'est-à-dire de l'aide financière à la consommation. Et on en revient à notre ami le PEFSAD dont je vous parlais il y a quelques minutes. Juste pour vous le présenter brièvement, ce programme-là, qui, comme je le disais plus tôt, est le programme le plus important en termes d'aide financière à l'achat de services à domicile. C'est un programme qui, en 2021-2022, donc dans le dernier budget, on y alloue un budget de 114 millions par année. C'est quand même plus qu'il y a quelques années. Là, si on se retourne en 2018, 2019, 2020, c'est davantage autour de 80 à 90 millions par année. Donc, c'est un programme qui est important et qui gagne en importance. Le but principal du programme, là, ou sa fonctionnalité principale, c'est de venir réduire le tarif horaire payé par les usagers de services d'aide à domicile lorsqu'ils les achètent auprès de ce qu'on va appeler des ESAN, c'est-à-dire des entreprises d'économie sociale d'aide à domicile. Ce sont des ONBL, donc des organismes à but non lucratif, ou des coopératives qui vont offrir des services qui sont centrés, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment sur l'aide à la vie domestique. Donc, préparation de repas, lavage des vêtements, etc. Parfois, les ESAD vont fournir des services d'aide à la vie quotidienne, donc des soins d'hygiène, etc., mais ce ne sont pas des services qui entrent dans le cadre du PEFSAD. Le PEFSAD, c'est vraiment pour l'aide à domicile qui touche les activités de la vie domestique. Les ESAD sont libres de fixer leurs tarifs, donc ça va varier là, en fonction des coûts d'opération des différentes ESAD, etc. Mais le gouvernement, lui, va offrir une aide qui est uniforme partout au Québec pour l'achat de ces services-là. Il y a deux composantes à l'aide que le gouvernement offre. La première, c'est l'aide fixe. Donc ça, toute personne qui fait appel au PEFSAD y est éligible. C'est 4 $ de l'heure pour chaque heure de service qui est acheté par le bénéficiaire. Et à ça, pour certains usagers, va s'ajouter l'aide variable. L'aide variable, à ce jour, là, aujourd'hui en 2021, elle varie entre 1,78 et 14,24 $. Et le montant de l'aide variable qui est offerte et l'éligibilité d'un usager va être défini en fonction de 4 critères: son âge, son revenu familial, sa situation familiale et son état de santé. Donc, ses besoins. Pour quelqu'un qui aurait l'aide maximale, c'est-à-dire le maximum d'aide variable en plus de l'aide fixe, ça correspond là, environ à 70% du tarif horaire des ESAD, sachant que les tarifs horaires des ESAD vont varier d'une région à l'autre et d'une ESAD à l'autre. Donc, c'est une moyenne, ce n'est pas un chiffre absolu.
Donc, je vous ai dressé le portrait du PEFSAD pour ceux d'entre vous qui étaient moins familiers avec. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, dans nos recherches, puis ce qui, je pense, est intéressant à garder en tête lorsqu'on pense à différentes options de politique publique pour nous aider à répondre aux besoins de maintien à domicile, c'est la question suivante, c'est-à-dire, puisque ce programme-là vise à diminuer le coût pour l'utilisateur, c'est quoi l'impact que ça a quand on diminue le coût sur l'utilisateur en termes de son utilisation des services d'aide à domicile en provenance des ESAD ou du secteur formel? Et donc, ce qu'on fait dans nos recherches pour essayer d'y répondre, c'est qu'on va venir exploiter une hausse de la composante aide variable du programme qui a eu lieu en 2016. C'est une réforme qui a augmenté de 1 $ du jour au lendemain. L'aide variable a augmenté pour tous les gens qui étaient admissibles à l'aide variable de 1 $. Le tarif moyen des ESAD, là, au moment où on regarde, donc au moment de la réforme, était d'environ 19,50 $. Donc, c'est 1 $ sur 20, si vous voulez, qui est donné en aide supplémentaire pour les gens qui étaient éligibles à l'aide variable. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que toutes les personnes qui recevaient seulement l'aide fixe, pour eux, l'aide financière qu'ils obtiennent du gouvernement est demeurée constante à travers 2016. C'est vraiment juste pour les gens qui ont de l'aide variable où là, il y a eu une augmentation soudaine de l'aide qui leur a été octroyée pour se procurer les services d'aide domestique dont ils ont besoin. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va utiliser cette différence-là entre les gens qui reçoivent de l'aide fixe et qui reçoivent de l'aide variable. Et on va regarder comment l'évolution des heures consommées va varier entre les deux catégories de prestataires, sachant qu'une catégorie a une aide financière qui a été bonifiée et que l'autre ne l'a pas. Okay? Et pour faire ça, on utilise des données administratives du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, nos résultats, on a un graphique parce qu'un graphique vaut 1000 mots. Ce que je vous montre ici, avant la ligne verticale en octobre 2016, c'est la différence entre la consommation de services des gens qui bénéficient de l'aide fixe et des gens qui bénéficient de l'aide variable. Donc, on voit qu'avant 2016, la différence est assez stable. Il n'y a pas de tendance, se situe autour de 0. Les deux groupes évoluent dans leur consommation d'heures de soins d'aide à domicile, d'heures de services d'aide à domicile, de façon assez similaire. Et là, en 2016, on a la réforme. Le tarif horaire est diminué d'1 $ pour les gens qui reçoivent l'aide variable, demeure constant pour les gens qui ne reçoivent que de l'aide fixe. Et là, ce qu'on voit, c'est que graduellement, les gens qui reçoivent de l'aide variable, donc ceux pour qui le coût à l'achat a diminué, se mettent à consommer davantage d'heures d'aide à domicile comparativement aux gens qui, eux, reçoivent de l'aide fixe et pour qui le tarif, le out-of-pocket tarif est resté le même qu'avant la réforme. Donc, il semble ici y avoir une sensibilité au prix de la part des usagers qui fait en sorte que lorsque le prix qu'ils doivent payer après l'aide gouvernementale diminue, leur consommation augmente. De combien elle augmente? Bien, ce qu'on trouve, c'est que lorsqu'on a une réduction des prix de 1 $ pour chaque heure de service, on observe jusqu'à 30 minutes de plus de consommation d'heures d'aide à domicile par mois en moyenne au cours des 18 mois qui suivent la réforme. Donc, c'est la période pour laquelle on a eu accès aux données. Et donc, on voit cette augmentation-là qui survient. L'impact est graduel et dynamique, c'est-à-dire que le 30 minutes n'augmente pas d'un coup. Là, on voit que les gens s'habituent, prennent connaissance de la réforme et donc ça prend environ 11 mois pour que l'effet complet de la réforme se fasse sentir et que le nouveau niveau de consommation d'heures de service se stabilise chez les usagers. Et ce qu'on trouve aussi, c'est qu'il y a une bonne partie de l'augmentation des heures qui ne vient pas d'un usager fréquent qui va augmenter son heure de service, mais qui vient de gens qui choisissent de consommer un nombre positif plutôt que 0 heure d'aide à domicile pendant un mois. Donc, on appelle ça ici la marge extensive. Voilà. Donc, trois petites réflexions avant de quitter en fonction là, de ces résultats-là. D'une part, ce qui est important de se demander, c'est OK, on voit qu'une réduction du tarif fait augmenter la consommation d'heures de service pour ce type de service-là. D'où est-ce que ça vient? Et ce que d'autres travaux de recherche nous montrent, c'est que souvent, ça va venir d'une substitution entre soins informels et soins formels. Ça ne viendra souvent pas d'une substitution des gens qui vont en CHSLD parce qu'on est vraiment au début du continuum de soins en début de perte d'autonomie. Mais il peut y avoir cette substitution-là qui arrive ou des gens qui se mettent à consommer qui n'auraient simplement pas consommé.
Donc, ça, c'est une des choses à tenir en compte au regard de nos résultats. Une deuxième, c'est que, évidemment, ça peut être intéressant si on veut répondre aux besoins de considérer ce type d'aide gouvernementale-là, sachant que ça a des impacts moins grands potentiellement sur la participation au marché du travail d'aidants naturels, ce qui peut là, être compliqué dans un contexte de changement démographique, comme je le disais plus tôt. Et ça peut aussi aider à retarder, là, ça c'est d'autres études qui le montrent, mais ça peut aider à retarder l'entrée en CHSLD pour certaines personnes lorsque le continuum de soins au début est bien rempli. Et finalement, évidemment, il y a des défis, c'est-à-dire qu'ici, on ne regarde pas l'offre de services en ESAD, on a seulement regardé la demande pour le type de soins. Mais évidemment, les conditions de travail dans les ESAD sont souvent comparées aux conditions de soins qu'on a en CHSLD, aux conditions de travail, pardon. Et donc, comme les conditions de travail ont été bonifiées en CHSLD, en RPA, ou du moins, il y a une intention de les bonifier du côté du gouvernement, il faut faire attention de voir qu'on va être capable de fournir les soins à l'aide des SAD et qu'on va être capable de maintenir un niveau là, de conditions de travail qui est similaire. Donc, je n'embête pas plus longtemps avec ça, mais j'espère que ça a été utile là, dans la réflexion ce matin de réfléchir un peu au soutien à domicile pour les gens qui sont en début de perte d'autonomie. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et merci aussi, Luc. Malheureusement, c'est tout le temps ce que nous avons pour aujourd'hui. Je pense qu'on a eu des bonnes questions dans le partie question and answer au-dessus. Et puis, peut-être nos orateurs auraient le temps de répondre comme en écrit. Mais malheureusement, c'est tout le temps ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je tiens à remercier nos orateurs et de nous avoir donné beaucoup de matière à réflexion, c'est sûr. Et merci à tous. Et puis maintenant, à la prochaine session.